Bonjour à tous et bienvenue dans Dimanche en politique. Cette semaine, l'émission donne la parole à ceux qui se battent jour après jour pour lutter contre l'exclusion. Depuis le 8 novembre, un nouveau film consacré à l'abbé Pierre est sorti sur les écrans. Alors que l'hiver pointe le bout de son nez, la question du logement est devenue un problème majeur en France. La pauvreté continue de gagner du terrain, comme l'a encore révélé cette semaine le rapport annuel du Secours catholique. Une pauvreté qui touche davantage les femmes. Les associations d'Emmaüs à la Fondation Abbé Pierre en passant par les Restos du Cœur et le Secours populaire sont unanimes et constatent une augmentation du nombre de personnes à prendre en charge, ceci dans un contexte de très forte inflation à la fois énergétique mais aussi alimentaire. Dans la lignée de l'Abbé Pierre et de Coluche, combat pour les plus démunis, c'est tout de suite sur France 3 Lorraine. Je vais vous présenter mes invités. D'abord Jean-Luc Fersler, coordonnateur et fondateur de la communauté Emmaüs de Forbach. Bonjour. Bonjour. Avec vous, Martine Horner, coordinatrice des actions sociales de la Fondation Abbé Pierre à Metz. Bonjour. Bonjour. Robert Larose, vous êtes le président des Restos du Cœur de Meurthe-et-Moselle. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Et enfin Céline Mériot, directrice de la Fédération de Moselle du Secours populaire. Bonjour à vous. Bonjour. Avant de vous donner la parole, on va regarder ensemble la bande-annonce de ce film événement, l'Abbé Pierre, une vie de combat, avec dans le rôle principal Benjamin Laverne. On se retrouve juste après. Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont « As-tu faim? As-tu sommeil? Veux-tu te laver ?» Viens, on t'attendait. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien, mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va? Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. Voilà pour cet extrait de la bande-annonce du film L'Abbé Pierre, une vie de combat. Jean-Luc Fersler, comment vous avez trouvé ce film que vous avez déjà vu 3 fois? Oui, exact. Je crois que personnellement, ça retrace très bien sous forme de flash. Moi, je dirais que pour moi, c'était des tableaux un peu impressionnistes qui retracent les moments importants de la vie de l'abbé Pierre. Moi, je l'ai connu des années 80 jusqu'à son départ, ses grandes vacances. Et j'ai eu la chance de pas mal partager avec lui, mais beaucoup plus à titre personnel qu'au niveau de la structure d'Emmaüs. Et je vais dire, un jour, je l'ai présenté, le film Hiver 50 avec lui à Saint-Jean-de-Maurienne. Et je vais donner la réponse que lui a donnée aux gens qui posaient la question. Il a dit, l'abbé Pierre, je peux pas vous dire si tout est vrai, mais rien n'est faux. Ok, Martine Horner, le personnage principal de l'abbé Pierre est joué par Benjamin Laverne de la Comédie Française. Est-ce qu'il vous a convaincu? Oui, je trouve que vraiment, c'est un super acteur. Et puis, je pense qu'il s'est vraiment inspiré de tout ce qu'il a pu entendre des personnes qui ont été aux côtés de l'abbé Pierre une grande partie de sa vie. Donc, il incarne vraiment bien l'abbé Pierre. Et moi, je voudrais juste rajouter qu'on met en évidence Lucie Coutaz, sa secrétaire. Et on sait bien que derrière un grand homme, il y a souvent une femme. Robert Larose, qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ce nouveau film sur l'abbé Pierre, qui, on le rappelle, a été la personnalité préférée des Français pendant de nombreuses années? Eh bien, je pense, comme de nombreux spectateurs, beaucoup d'émotions. C'est sans doute criant de vérité. Moi, je suis né avant l'hiver 54, mais j'étais trop jeune pour avoir entendu son appel en live. Mais bien sûr, nos générations précédentes nous ont rappelé son action.
Et vraiment, malheureusement, aujourd'hui, on constate qu'il y a encore beaucoup d'événements similaires, sans doute un peu moins prégnants qu'après la guerre, mais dans la situation actuelle, et on y reviendra, il y a beaucoup de situations qu'on peut encore reconnaître. Et 54, 2024, c'est un certain nombre de décennies après. Et on en est toujours à dire les mêmes choses et à essayer de faire au mieux. Céline Mériot, l'abbé Pierre, Coluche pour les Restos du Cœur ont un point commun, c'est d'avoir utilisé leur notoriété pour venir en aide aux plus démunis. Est-ce que les associations, les mouvements que vous représentez sur ce plateau, ça ne manque pas finalement des figures charismatiques ? Peut-être, je pense surtout que les figures charismatiques chez nous, ce sont les bénévoles. La solidarité, elle est portée par les citoyens aujourd'hui en France, et que ces exemples de l'abbé Pierre qui parlent de solidarité inconditionnelle, elle existe grâce à des gens qui donnent de leur temps pour ces associations. Donc oui, elles sont portées parfois par des grands noms. On pourrait citer Sœur Emmanuel aussi, hein, qui a montré une autre voie. On est tous dans cette même voie, sur des chemins différents, mais on y va tous avec solidarité et force. Alors vous avez dit, Jean-Luc Fersler, la chance de ma vie, c'est d'avoir connu intimement l'abbé Pierre. Et vous en avez parlé aussi comme d'un guide spirituel. Racontez-nous vos rencontres avec l'abbé Pierre. Et vous avez le temps. C'est d'abord une rencontre très personnelle. Je l'ai dit au niveau des médias et tout. Je lui ai rencontré pendant toute une journée en 1985. Comme je suis toujours prêtre, et à cette époque-là, il fallait que je choisisse un petit peu l'orientation. Et il m'avait dit, viens me voir. Et j'ai passé toute une journée avec lui, en partage, où j'ai vu à la fois les deux facettes qui sont bien présentes dans le film. L'homme d'action, qui avait ses couleurs, mais aussi l'homme de méditation, d'adoration. Ce qui le portait, c'est sa force spirituelle. Et il m'avait soutenu et je l'ai revu quelques années, 2005. Entre-temps, je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai rencontré. Il me téléphonait, mais je ne veux pas parler de moi. J'ai bien dit que c'était la chance de ma vie, à titre moins dans la structure Emmaüs que personnellement. Ce qui est admirable en lui, et à mon avis qui était le grand moteur, c'est que il avait des colères. Quand on était avec lui, il commençait toujours à parler tout doucement. On n'entendait presque pas. Puis après, il montait en puissance parce que c'était cette colère, cette révolte face à la société qui le faisait vivre à tel point que ceux qui l'accompagnaient, qui l'entouraient, ils étaient toujours un peu dans la peur. Il était incontrôlable. Et heureusement, c'est ce qui a fait sa force. L'autre côté, qu'on ne voit pas assez dans le film, mais je pense qu'on ne connaît pas, c'est un homme qui a tellement souffert et qui était tellement en amitié avec les gens qu'il prenait sa souffrance et il était malade de cette souffrance par rapport à ce que les gens vivaient. Jusqu'à la fin, sa grosse déception, c'est... je sais qu'il m'a dit en 2005... D'une part, Jean-Luc, qu'est-ce que tu penses ? Tu penses qu'on a trouvé à peu près les gens pour gérer le mouvement ? J'ai dit oui, père, oui. Et à côté, il m'a dit, mais tu sais, c'est pas fini. J'ai pas réussi tous mes combats. Et il avait raison, on le constate aujourd'hui. Oui, tout à fait. Martine Horner, tout le monde connaît Emmaüs, peut-être un peu moins la fondation Abbé Pierre, dont il y a une antenne à Metz. Quelles en sont, en quelques mots, les missions principales ? Alors moi, particulièrement coordinatrice des actions sociales, je gère ce qu'on appelle l'espace Clovis, qui est un accueil de jour, en priorité pour les personnes sans abri, mais c'est un accueil inconditionnel où les personnes peuvent venir, prendre un petit déjeuner, prendre une douche, laver leur linge, avoir une bagagerie, éventuellement une domiciliation pour les personnes de l'Union européenne, recharger son téléphone, parce que maintenant, sans téléphone, on ne peut plus rien faire. Il faut appeler le 115 pour une solution d'hébergement. Il faut un téléphone qui soit chargé. Et puis rencontrer un travailleur social pour de l'orientation. C'est un lieu qui est ouvert également aux partenaires. Donc, il y a de nombreux partenaires qui viennent
faire des permanences, passer pour voir les gens, enfin, etc., au niveau de la santé, au niveau de l'hébergement, au niveau de l'orientation. Quelles sont les conditions d'accès ? Il n'y en a pas, c'est inconditionnel. C'est l'essentiel de notre travail, je veux dire, c'est de l'accueil inconditionnel. On se dit que chaque personne qui pousse la porte, elle vient pour quelque chose. Alors ça peut être effectivement pour des services, ce dont je vous ai parlé avant, mais ça peut être pour du lien social, pour des gens qui sont très isolés dans des logements et qui n'ont personne autour d'eux. Et bien là, ils viennent boire un café, ils trouvent du lien, ils rencontrent d'autres personnes, ils sont dans un lieu qui, j'espère, où ils se sentent en sécurité, on le veut, sécurisant et bienveillant. C'est-à-dire Voilà. que c'est complémentaire des communautés Emmaüs. Ah ben on est cousins, on est du même mouvement. Hein. Je veux dire, les valeurs sont les mêmes. Les valeurs, c'est les valeurs d'Emmaüs. Hein. La Fondation Abbé Pierre fait partie du mouvement Emmaüs, comme les communautés. Voilà, on a le même père. Hein, on est frères. Jean-Luc Ferser, est-ce qu'il vous arrive de refuser du monde dans votre communauté à Forbach, faute de place, sachant que le bassin houiller lorrain présente des caractéristiques de pauvreté encore supérieures à celles de la Lorraine ? Tous les jours en ce moment, on est plein de demandes. Et c'est tous les jours 2-3 de refus. C'est l'expérience de toutes les communautés en France. Tout est plein et il y a des demandes continues. Mais de beaucoup plus à l'heure actuelle, des migrants qui ont l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. Et à partir de là, il ne reste plus beaucoup de solutions. Alors, Emmaüs a introduit dans la dernière loi, pas dans celle qui vient, j'espère que ça sera maintenu, ça serait un scandale si ce n'était pas maintenu, le fait que si une personne vient chez Emmaüs et accepte 3 ans le statut de compagnon, qui est une activité solidaire, au bout de 3 ans, il peut obtenir le titre de séjour au bon vouloir du préfet. Ça, c'est pas moins bien, mais il peut obtenir. Il retrouve un espoir en disant dans 3 ans, j'aurai quelque chose. Parce que lorsqu'ils viennent à Emmaüs, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus qu'à quitter le territoire. Et on se retrouve face à des gens qui sont ce qu'on appelait à un moment donné, aujourd'hui on n'ose plus le dire, les ninis. Les ni expulsables, ni régularisables. Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, et après, il y a tous une nouvelle forme de misère qui existe. Moi, je prends l'exemple actuellement de ce qui se passe. Quand j'ai mis en route Emmaüs-Forbach dans les années 80, il y avait les houillères, ça a fonctionné à fond. Il y avait du travail pour tout le monde. Et pourtant, il y a 60 personnes dans la rue. Et à l'époque, on disait « Ah bah oui, c'est tous des feignants, ils veulent rien faire puisqu'ils peuvent travailler houillères ». Aujourd'hui, on retrouve la même réalité où des gens qui travaillent et on nous parle de plein emploi. Alors, on ne voit pas la réalité. Ce n'est pas que l'emploi qui peut résoudre les problèmes. Sur la question du logement, on voit qu'en France, il y a une crise du logement. Il est de plus en plus difficile de trouver un logement, même pour des personnes salariées. Est-ce que cette situation vous inquiète ? Est-ce que vous en voyez déjà des répercussions du côté de la Fondation Abbé Pierre, du côté d'Emmaüs ? Bien sûr, le logement, il y a la crise du logement. Le problème est le logement accessible. Je veux dire, quand on en parlait ensemble tout à l'heure, je veux dire, avec un SMIC, il y a 20 ans de ça, on vivait. Maintenant, on survit. Et donc, quand il faut payer un loyer, les charges qui augmentent, tout qui augmente, les gens ne s'en sortent pas. Et maintenant, il y a de plus en plus de choix aussi au niveau des bailleurs, surtout des privés. Dans le social, c'est un peu moins, mais il n'y a pas assez... Déjà, il n'y a pas assez de petits logements. C'est la crise du petit logement. Enfin, nous, on voit ça sur Metz, quoi. Les centres d'hébergement, les foyers sont complètement embolisés par des personnes qui pourraient accéder au logement, mais du fait du manque de petits logements accessibles, les places sont prises et ne se libèrent pas. Dans les plans locaux d'urbanisme, à un moment donné, il faut quand même se poser la question de rénover des logements qui sont vides, parce qu'on parle quand même de logements vacants qui sont vides depuis 2 ans sans personne dedans, rénover ces petits logements, faire en sorte que ce ne soit plus des passoires énergétiques et le remettre en location à des loyers accessibles. Les plans locaux d'urbanisme parlent de construction. C'est bien de construire, mais s'il y a déjà des logements vacants, rénovons les logements qui existent déjà.
Donc ça, c'est la crise du logement. Un combat pour les plus démunis qui reste donc plus que jamais d'actualité. 20% de hausse de bénéficiaires au Resto du Cœur en Meurthe-et-Moselle. 26% de repas en plus distribués. C'est une hausse très forte, Robert Larose. Est-ce que c'est tenable encore longtemps à ce rythme-là ? Bien, c'est toute la question, puisque les chiffres que vous citez sont réels, mais si on regarde depuis 2019, qui est encore une année de référence avant Covid, dans ce département, nous avons distribué 50% de repas en plus sur 12 mois. Là, donc, la 38e campagne se termine avec près de 2500 tonnes en aide alimentaire. Et pas que. On fait également, comme beaucoup d'associations, de l'accueil avec un certain nombre d'aides d'orientation. Mais on est très connu pour l'aide alimentaire. Et la vraie question, eh bien, c'est que, par exemple, une association comme la nôtre, dans un seul département, a un apport équivalent à 2 500 000 euros. Et ces derniers mois, eh bien, ces derniers 12 mois d'ailleurs, c'était 400 000 euros de plus que budgété. Donc nous voyons bien pourquoi notre président national, début septembre, a lancé un appel sur les médias nationaux. Qui a été entendu. Qui a été entendu en ce qui concerne la période passée, c'est-à-dire qu'on a eu des ressources imprévues, des dons, etc., pour compenser les budgets de la période qui se termine là maintenant. Nous allons la semaine prochaine lancer la 39e campagne qui durera également 12 mois. Et si nous continuons avec la même distribution, le même nombre de personnes, c'est à nouveau un trou financier de 30 millions d'euros qui risque de se creuser au niveau national. On a les mêmes proportions dans le Grand Est ou en Meurthe-et-Moselle, d'où une décision douloureuse qui a été prise par les responsables nationaux et que l'on accompagne évidemment, c'est de restreindre à la fois les nombres de personnes acceptées pour cette 39e campagne, hélas, depuis 11 ans. Sur quels critères ? Sur des critères de revenus, puisque nous travaillons sur dossier, sur le revenu, ce qu'on appelle le reste à vivre. Je ne vais pas entrer trop dans le détail. Donc nous demandons aux personnes qui se présentent pour avoir un accès à l'aide alimentaire des preuves de leurs revenus et de leurs dépenses. Donc nous avons des conditions un peu plus restreintes cet hiver par rapport à l'hiver dernier. Et puis malheureusement, nous allons devoir, pour un certain nombre de mois, restreindre les quantités distribuées, qui sont distribuées aussi avec tout un système de points, et non pas à la tête du client, entre guillemets. Donc malheureusement, ces deux mesures font une grande peine aux bénévoles, et dans nos 36 centres de Meurthe-et-Moselle, quand j'en contacte, et je les visite très souvent, j'en ai encore vu 4 ce matin, la grande inquiétude des bénévoles, c'est de devoir dire non à certains pour l'inscription d'hiver, et à ceux qui seront inscrits à l'aide alimentaire, de devoir leur dire moins. Céline Mériot, même chose pour vous, 20% d'inscrits supplémentaires par rapport à 2022 et des dons de nourriture qui, eux, restent stables. Donc, évidemment, il y a un différentiel important. C'est exactement ça. C'est 20% en Moselle, mais sur le territoire français, le Secours populaire a des zones à 40% de plus d'inscriptions. Et on n'est plus du tout sur les mêmes personnes accueillies. On ne fait pas que de l'aide alimentaire, donc on ne fermera pas de porte et on n'arrêtera pas les inscriptions au Secours populaire. On partagera. On distribuera peut-être plus d'aide alimentaire, mais on distribuera de l'écoute, de l'accueil, du présentiel. Et aujourd'hui, les problématiques que nous rencontrons de plus en plus, ce sont des personnes qui travaillent. Un SMIC aujourd'hui se retrouve à moins de 150 € du seuil de pauvreté. On voit bien que le SMIC ne couvre plus les besoins primaires déclarés par l'OMS, qui sont se nourrir, se soigner, se loger, se vêtir et se divertir. Aujourd'hui, au Secours populaire français, les entrepôts sont vides sur l'aide alimentaire François, on est venu vous voir il y a quelques jours. Ouais. On a trouvé des entrepôts quasiment vides, de même que les chambres froides. Est-ce que la situation s'est améliorée depuis ? Alors, elle ne s'améliore pas. Elle va tout doucement s'améliorer. Le Fonds d'aide alimentaire européen, une fois que votre dotation est mangée, elle est mangée. Là, il va y avoir des décalages de livraison qui peut-être devaient arriver en janvier et qui vont arriver là. Ce qui est plus inquiétant, c'est que ça, c'est une aide alimentaire d'urgence et qui, depuis des années, devient pérenne. C'est-à-dire que nous sommes des organisations humanitaires qui réagissons aux conséquences des drames de société. Et là, nous jouons un rôle
d'économie sociale et solidaire dans lequel nous ne faisons pas partie, et nous faisons le rôle de collectivité, on va dire, locale, et on prend le relais de choses qui ne sont pas faites par l'État. Robert Larose, est-ce que vous allez manquer de bénévoles du fait de l'inflation du nombre de bénéficiaires ? Alors, nous avons cette année, au niveau de la France, accueilli 20% de personnes en plus, avec 5% de bénévoles seulement en plus. On a eu vous lancez un appel pour recruter... Et bien entendu. Alors, c'est permanent. Il y a déjà un turnover naturel tous les ans. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de rester 25 ans au Resto du Cœur bénévole. Mais effectivement, si une entreprise a plus de clients, elle a besoin de plus de salariés pour les accueillir. Elle a besoin d'ouvrir ses lieux d'accueil plus longtemps. Et la grosse difficulté, c'est pas tellement de recevoir des bénévoles qui distribuent, qui accueillent. Bien sûr, ce sont des bénévoles à responsabilité. Si vous voulez, si vous avez un centre de distribution, il y en a 5 sur Nancy qui ont de l'ordre de 50 bénévoles qui sont ouverts 3 à 4 jours par semaine pour l'accueil et la distribution. Et bien sûr, il y a une organisation logistique, il y a du management, entre guillemets, il y a de l'organisation des hommes et des femmes, il y a des gestions de stock, il y a beaucoup de choses à faire. Et là, les bénévoles à responsabilité, on ne demande pas de diplôme, on demande de l'engagement et aussi de la constance, sont beaucoup plus difficiles à trouver. Et nous avons quelques soucis. Par exemple, en Meurthe-et-Moselle, nous recherchons 6 à 10 sur nos 35 centres bénévoles qui aimeraient prendre des responsabilités et qui en ont aussi la compétence. Céline Mériot, est-ce que vous allez devoir rationner les distributions aux milliers de personnes que... Alors, la ration, on n'aime pas trop ce mot en distribution alimentaire d'urgence. On partage. C'est vraiment cette notion-là. Donc, oui, on aura peut-être moins que la semaine d'avant et on aura peut-être plus la semaine d'après. Ce qui est quand même important de rappeler, c'est que l'aide alimentaire d'urgence, on ne fait pas ses courses. Déjà, à la base, vous n'avez pas, quand vous venez dans nos structures, de quoi manger une semaine complète pour 5 personnes. Ce n'est pas la réalité. Vous avez une aide alimentaire d'urgence sur des références de farine, de semoule, des aliments de base pour compléter une alimentation. Mais déjà là, quand on vient chercher, se présenter dans nos structures, les personnes qui viennent viennent pour un petit complément. C'est la très forte inflation de ces derniers mois qui a accéléré cette tendance difficile. Oui, il y a beaucoup de choses. La fin du Covid ne s'est pas arrêtée à la sortie de nos maisons. Les conséquences sur le travail précaire, sur les salaires, sur la manière de travailler, sur l'inflation qui est arrivée derrière, les guerres qui se multiplient et la mondialisation fait qu'il y a des résonances, que ce soit sur des livraisons, sur des mouvements de population. C'est toutes ces choses-là, l'une au bout de l'autre, qui font que nous sommes dans ces situations. Robert Larose, l'inflation, comme on la connaît, c'est un véritable poison, d'abord pour les personnes les plus vulnérables, les plus pauvres, mais aussi pour des associations comme les vôtres. Alors bien entendu, tout client de magasin sait très bien ce qu'il met pour 100 € dans son caddie. Évidemment, les personnes les plus précaires qui ont beaucoup le RSA, par exemple en Meurthe-et-Moselle, il y a plus de 20 000 RSA sur une population d'environ 800 000 habitants. Et toutes les personnes qui ont droit, apparemment, ne sont pas bénéficiaires du RSA. Mais il est vrai que les courses sont de plus en plus chères, donc on voit de plus en plus de populations qui n'arrivent plus à boucler la fin de mois. Mais pour les associations comme les nôtres, le gasoil est aussi cher. Nous avons 16 camionnettes, nous avons plus de 30 000 € de gasoil par an. Et bien entendu, nous achetons un certain nombre de denrées. Ne croyons pas que tout arrive de ramasse ou de dons ou de collecte, puisque nous achetons, par exemple, sur à peu près un peu plus de 2000 tonnes, nous en achetons pratiquement la moitié au prix du marché privé. Voilà, donc effectivement, nous avons ces hausses de coûts d'achat et nous ne parlons pas d'électricité, de chauffage et de choses comme ça dans nos centres d'accueil. Jean-Luc Versler, rester aux côtés des plus faibles, des démunis, lutter contre l'exclusion, ce n'est pas simple tous les jours. Comment vous faites pour vous mobiliser depuis si longtemps et ne pas être résister? Résister, c'est le vrai mot. Et c'est le mot de l'abbé Pierre, résistance. Donc c'est vrai que je l'ai déjà dit et je le redis, j'ai eu cette chance d'avoir ce guide. Et dans les moments difficiles, il y a eu des moments très difficiles, de conflits, etc.
c'est une référence. Je vois par où lui il est passé, je me dis toujours, et t'as pas le droit, hein, parce que toi t'es à côté de ça, t'es rien, quoi. Donc t'as pas le droit. Mais en même temps, je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on oublie trop ce que les gens en difficulté ou les pauvres, parce qu'on n'ose plus utiliser ce mot pauvre, mais c'est une réaliste qui n'arrive pas à joindre les deux bouts pour vivre dignement. C'est aussi une richesse. Qu'est-ce qu'il nous apporte, hein, les joies qu'il nous donne quand des gens obtiennent un titre de séjour, quand ils trouvent un travail. On avait un compagnon dans le temps, la plus grande joie, quand il est revenu pour me dire « j'ai pas de travail, mais j'ai fait 5 gosses ». C'était sa joie et c'est la vie. On met tout aujourd'hui trop sur cette notion de travail rentable. Martine Honor, même question. Aujourd'hui, ici sur ce plateau, vous vous battez tous en faveur des plus démunis. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir ? C'est quand il y a des réussites. Le problème, c'est qu'actuellement, on a l'impression de se taper la tête contre les murs et que les choses n'avancent pas et qu'on met des freins dans l'évolution des choses. Donc, nous avons doublé, nos petits déjeuners les matins. Ça veut dire que les gens, même des gens qui ont des logements, viennent prendre un petit déjeuner pour avoir au moins un repas dans l'estomac. Merci Martine Honor, merci Céline Merriot, merci Robert Larose et merci Jean-Luc Fersler. C'est déjà la fin de cette émission. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Dimanche en politique dans nos studios parisiens. Je vous souhaite un très bon dimanche sur France 3 Lorraine. À très bientôt. Merci.